Depuis son lancement en 2010, le fonds de Terry Smith a rapporté 15,4% par an net de frais. C'est évidemment une excellente performance qui, vous le voyez, a battu le MSCI World de 3,7 points par an. Et quand on demande à ce cher Terry Smith quel est son secret pour parvenir comme ça à battre les indices pendant 14 années d'affilée, il répond simplement que la première étape de sa stratégie et la plus importante, c'est d'acheter des bonnes entreprises. Alors, vous avouerez que bonne entreprise, c'est quand même un terme un petit peu large. Heureusement, celui-ci va définir un petit peu mieux les choses en publiant chaque année dans sa lettre aux actionnaires ce tableau comparatif dans lequel il va comparer 5 attributs financiers de ces entreprises à la moyenne de deux indices célèbres, le S&P 500 et le FTSE 100, qui est l'équivalent du CAC 40, mais au Royaume-Uni. L'objectif en publiant ce tableau, c'est vraiment de montrer qu'il est parvenu à sélectionner des entreprises qui ont des bien meilleures caractéristiques financières que la moyenne du S&P 500. Ce sont des entreprises qui ont des retours sur investissement qui sont plus élevés, qui font des marges plus importantes, qui parviennent à convertir une part plus importante de leurs bénéfices sous forme de cash et qui ont également, vous le voyez, une couverture d'intérêt plus élevée. Elles sont moins endettées. Ce que Terry Smith cherche vraiment à dire à ses clients en publiant ce tableau, c'est « Regardez, j'ai sélectionné pour vous des actions qui sont 2 fois plus qualitatives que le S&P 500 et donc, logiquement, celles-ci devraient générer 2 fois plus de performance que celui-ci car, à nouveau, elles ont des attributs 2 fois plus élevés et c'est historiquement ce qui s'est passé sur les 14 dernières années. » Alors, je vous avoue que moi, quand j'ai découvert ce tableau comparatif, je me suis dit « C'est génial ». Il me le faut aussi, je veux savoir ce que valent mes entreprises par rapport au S&P 500, voir si justement j'ai sélectionné des entreprises qui ont des bonnes caractéristiques financières, qui vont être solides face à l'indice, ou si au contraire mes entreprises manquent certains points. Et j'ai imaginé, je me suis dit ça serait génial de pouvoir comme ça rentrer quelques entreprises qu'on a en portefeuille et pouvoir directement les comparer à la moyenne d'un indice comme le S&P 500. Eh bien, c'était un rêve, les amis, qui est devenu réalité puisque la page Benchmark a été publiée la semaine dernière et c'est une page qui permet de faire exactement ça, qui permet de comparer finalement la qualité de votre portefeuille à la qualité d'un S&P 500. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas utilisé 5 critères comme Terry Smith, on en a utilisé 29. Donc, vous allez pouvoir comparer vraiment la moyenne de votre portefeuille sur 29 critères différents. On a la performance, mais on a aussi le chiffre d'affaires, les free cash flow, le retour sur investissement, les marges. Vous allez voir, c'est vraiment puissant d'utiliser ces 29 critères pour se générer vraiment, se créer en fait un portefeuille excellent. Moi, c'est vraiment ces 29 critères que j'ai utilisés justement pour créer le portefeuille Trident 2.0. C'est un portefeuille que j'ai lancé en janvier 2023 et vous voyez que pour l'instant, il a délivré de très belles performances. En 1 an et demi, on est à 49,1% de performance. Donc évidemment, c'est une super performance, mais le marché était haussier, donc il faut évidemment comparer ça au S&P 500. Qui sur la même période, vous le voyez, a fait 37,5%. Mon portefeuille, donc, qui a une note, vous le voyez, de 18 sur 20, est parvenu à obtenir une surperformance de 11,6 points. Et vous allez voir, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, si comme moi, vous cherchez à booster votre performance en bourse, ça va être assez intéressant d'aller chercher à optimiser justement ces 29 critères dans votre portefeuille boursier afin d'obtenir la meilleure performance possible en bourse sur le long terme. En cliquant sur le premier lien dans la description, vous allez arriver sur cette page, cette fameuse page Benchmark. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez qu'on a ici différents portefeuilles à la fois de grands investisseurs. On a mis également quelques youtubeurs qui m'inspirent. Et on a également, vous le voyez en dessous, les différents ETF. Et ce qui est génial, c'est que je peux trier par la note Trident, qui est donc la composition globale des 29 critères dont on a parlé. Et je peux également, en cliquant sur avancer ici, découvrir les 29 critères. Vous voyez qu'on a tous ces critères-là. Et à chaque fois, si vous avez un doute sur ce que signifie un critère, vous pouvez passer votre souris dessus et vous allez avoir une explication. Ce qui est vraiment génial, c'est que tous ces éléments-là sont triables. Donc, je peux voir par exemple quel est le portefeuille qui a la croissance de son chiffre d'affaires la plus importante prévue. Donc, à nouveau, c'est une médiane par rapport à toutes les entreprises qui composent ce portefeuille-là. On voit qu'il y en a 12. On s'est limité sur les gourous à 12 entreprises. On s'est vraiment concentré sur leurs plus grosses positions, celles qui vont finalement générer la part la plus importante de leur performance boursière. Et vous voyez que c'est génial. On peut notamment, en appuyant sur le bouton filtre, s'amuser à faire des comparaisons. Tout à l'heure, en introduction, je vous parlais de Terry Smith. Donc, je sélectionne Terry Smith ici.
Je sélectionne, donc vous voyez que je peux le comparer au MSCI World, au S&P 500, au Nasdaq, au CAC 40. Donc on avait parlé du S&P 500 et là je vais pouvoir le comparer. Donc évidemment la note me donne tout de suite un ordre d'idée. Je vois tout de suite que les entreprises, ici les 12 entreprises de Terry Smith ont vraiment une qualité supérieure aux 501 entreprises du S&P 500 puisqu'il obtient la note de 16 sur 20 contre 9 sur 20 pour le S&P 500. Mais en creusant ici les détails, je peux comprendre un petit peu mieux la différence et voir ce qui explique pourquoi il a une meilleure note. On voit déjà que ces actions ont obtenu 18% de performance sur les 10 dernières années contre 11% seulement pour le S&P 500. On voit également que c'est des actions qui ont obtenu une meilleure linéarité, c'est-à-dire qu'elles ont augmenté de manière plus constante dans le temps que le S&P 500, 86% versus 67%. Et évidemment, on peut aussi rentrer dans les fondamentaux ici. Vous voyez par exemple que les entreprises de Terry Smith sont parvenues à augmenter leur chiffre d'affaires de 9% par an sur les 10 dernières années, contre seulement 6% pour le S&P 500. Pareil sur les free cash flow qui correspondent donc aux bénéfices, on voit que les actions de Terry Smith ont fait 3% de croissance en plus. On a également ici un critère qu'il adore, qui est le retour sur capitaux employés. Donc on regarde le capital qu'utilise l'entreprise pour générer son free cash flow. Et ce que Terry Smith adore, c'est évidemment des entreprises qui n'utilisent pas beaucoup de capital et avec ce peu de capital qui parviennent à générer beaucoup de bénéfices. Et on voit que c'est le cas ici, 21% en moyenne sur les 5 dernières années pour les entreprises de Terry Smith contre seulement 9% pour le S&P 500. On a aussi plus de marge. Vous voyez qu'on a des actions qui rachètent plus régulièrement les actions. On a plus d'historique de versement de dividendes et des augmentations de dividendes qui sont plus importantes. On a aussi moins d'endettement. Vous voyez, ce sont des entreprises qui sont moins endettées. Bref, sur à peu près tous les critères qu'on peut regarder ici, Terry Smith a sélectionné des entreprises qui sont meilleures que le S&P 500. Ça rejoint finalement ce qu'il a publié, son tableau comparatif qu'il publie chaque année dans sa lettre aux actionnaires. Et une fois évidemment qu'on a dit ça, qu'on a dit waouh, il a sélectionné des superbes entreprises, évidemment on va se dire quelles sont ces 12 entreprises-là. Alors malheureusement, il faut un accès à l'AppTrident, mais vous avez de la chance, j'ai un accès à l'AppTrident, donc je vais vous montrer ce que ça donne. J'appuie sur voir les 12 entreprises et vous voyez qu'automatiquement je rentre dans le portefeuille de Terry Smith et à nouveau je peux faire un affichage simple pour voir un petit peu quelles sont ces plus grandes entreprises. Donc vous voyez que c'est trié automatiquement par ses plus grandes positions. Donc on voit qu'en ce moment il est surtout positionné sur Novo Nordisk, Microsoft et Meta. Donc c'est intéressant notamment parce que ces 3 actions, vous voyez, qui ont des très très bonnes notes. Donc on peut se dire, ok, c'est les convictions de Terry Smith, c'est là où il a mis le plus d'argent dans son fonds. Donc c'est probablement des actions qui pourraient être intéressantes à aller regarder, à aller un petit peu mieux analyser. Évidemment, on a toutes les informations sur ces entreprises-là. Et ce qui est génial avec ce tableau, c'est qu'on peut aussi trier par d'autres éléments. Par exemple, je peux me dire quelle est l'action qui a la meilleure note Trident dans son portefeuille. On voit que c'est Visa. Quelle est l'action qui lui a rapporté le plus sur les 10 dernières années? On voit que c'est Microsoft. Quelle est l'action qui a eu la plus forte linéarité, c'est-à-dire une augmentation vraiment stable de son cours? On voit à nouveau que c'est Visa. Voilà, je peux vraiment trier par tous ces éléments-là. Quelle est l'action qui a la croissance de ses bénéfices futurs la plus élevée selon les analystes? On voit que c'est Meta ici. Ou encore, quelle est l'action qui a le plus augmenté son dividende sur les 5 dernières années? Ici, on voit que c'est LVMH. Donc voilà, grâce à ce tableau-là, vous voyez que vous pouvez vraiment trier et vous générer pas mal d'idées intéressantes d'entreprises qui ont du potentiel. On sait déjà qu'elles ont été sélectionnées par un super investisseur et on peut aller vérifier ici qu'elles ont des bons fondamentaux de business. Ok, on a bien parlé de Terry Smith avec son portefeuille noté excellent sur l'AppTrident, 16 sur 20. Et sa performance qui est aussi remarquable, 15,4% par an sur les 14 dernières années. Mais évidemment, ce n'est pas le seul super investisseur qui a décidé de concentrer son portefeuille sur des entreprises de qualité. Je peux par exemple vous citer Dev Kantesarya, qui est un petit peu plus discret que Terry Smith. Il fait moins d'apparitions dans les médias, mais vous voyez que sa performance depuis 2017 est tout sauf discrète. 433%, il a littéralement explosé les autres hedge funds et également le S&P 500 qui est à 163% sur la même période. Et à nouveau, comme pour Terry Smith, on va pouvoir rentrer dans son portefeuille et regarder un petit peu les actions qu'il a sélectionnées. On voit que son top 3, c'est FICO, Mastercard et S&P Global. À nouveau, on voit vraiment beaucoup d'entreprises, vous voyez, qui ont des notes vertes. On n'a que 2 entreprises qui ont une note moyenne, donc vraiment un excellent portefeuille. On voit également que c'est un portefeuille qui est vraiment concentré. Je vous disais en introduction qu'on affiche que le top 12 des positions. Et ici, ce n'est pas un bug, c'est qu'il n'a littéralement que 8 entreprises en portefeuille. Donc voilà, Dev Kantesarya a vraiment décidé de se concentrer sur le secteur qu'il maîtrisait le mieux. Et on voit que c'est toutes des entreprises qui ont quand même des douves très importantes. Je pense évidemment à Mastercard et Visa sur les paiements. Je pense à Moody's, S&P Global sur le credit rating. Et même FICO fait aussi du credit rating. Donc on voit vraiment qu'il a trouvé une industrie qu'il maîtrise bien et qui a des gros avantages compétitifs. Et il a décidé d'y aller all-in dessus.
Et jusqu'à présent, ça a très bien payé pour lui. On voit même qu'il obtient une meilleure note que Fundsmith, 17 sur 20 en moyenne pour son portefeuille. Et on l'a vu, une performance qui est remarquable entre 2017 et 2024. Donc on a 7 ans quand même ici de performance, 22% par an. Alors là, vous allez peut-être me dire, oui mais Roman, si ça se trouve, le quality investing, ça marche bien voilà, sur les 10-15 dernières années, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui fonctionne bien en toute période économique. Voilà, peut-être que c'est dû au fait que sur les 10 dernières années, on a vraiment eu une explosion, on va dire, des belles actions de technologie et que ce n'est pas forcément une stratégie qui marchera en tout temps. Mais dans ce cas-là, je tiens à vous présenter Pollen Capital, qui est un fonds d'investissement qui investit dans les entreprises de qualité et qui a été fondé en 1989. Je vais y arriver. Et il y a donc 35 ans. Et ce que je trouve intéressant avec ce fonds, c'est évidemment qu'on a du coup beaucoup plus d'historique. Et vous voyez d'ailleurs que quelque chose que je trouve vraiment intéressant ici, c'est assez rare pour un fonds de divulguer finalement quel est le pourcentage de frais qu'il prélève. Vous savez qu'on jette souvent la pierre aux fonds actifs en leur disant, notamment les pros ETF disent voilà, les fonds actifs, vous prélevez des frais énormes, beaucoup plus importants que les fonds passifs et vous n'arrivez même pas à faire mieux que les indices. Et bien là, on voit que le frais qu'ils ont prélevé n'était pas si énorme que ça, même si 0,97 ça reste un pourcentage de frais élevé. On voit que ça diminue évidemment la performance annualisée ici. On passe de 14,65% à 13,68%. Mais on voit également que c'est un frais qui est justifié ici, puisque durant ces 35 ans, le S&P 500 a lui délivré 10,99% de performance. On est donc à 2,69 points par an au-dessus du S&P 500. Donc évidemment, dit comme ça, 2,69%, on pourrait se dire, bon, ouais, quelle différence ça fait? Le livret A rapporte 3%. Bon, c'est pas grand-chose. Mais à nouveau, on a beaucoup de mal à faire les calculs, on a beaucoup de mal à comprendre les intérêts composés. Si en 1989, vous aviez placé 10 000 $, vous auriez à la fin, aujourd'hui, dans le S&P 500, 35 ans plus tard, 396 000 $. Et si vous les aviez placés dans Pollen Capital, vous auriez obtenu 918 000 $. Et à nouveau, ici, on parle bien d'une performance qui est nette de frais. On est donc finalement sur un fois 2,3 par rapport au S&P 500 sur cette période. Donc voilà, c'est assez intéressant, je trouve, de gagner 2 fois plus d'argent à nouveau en se concentrant sur des entreprises de qualité. Et à nouveau, on peut rentrer dans le portefeuille de Pollen Capital pour voir un peu sur quoi ils sont positionnés en ce moment. On voit qu'ils ont décidé de mettre la plus grande partie de leur capital dans les 3 leaders du cloud aujourd'hui, les 3 big tech, Amazon, Microsoft et Google. À nouveau, on a un portefeuille qui est assez équilibré avec beaucoup d'entreprises, vous voyez, qui ont des très bonnes notes. Au final, le portefeuille obtient une moyenne de 15 sur 20 et rejoint donc un petit peu la liste des excellents portefeuilles de quality investing. J'espère, les amis, en partageant un petit peu ces 3 exemples-là, que vous pouvez voir que vraiment, finalement, sur toutes les périodes de temps différentes, on retrouve que cette stratégie performe très bien. À nouveau, Dave Contessaria, on est sur 7 ans, Terry Smith sur 14 ans et Pollen Capital sur 35 ans. Et à chaque fois, on se retrouve avec des performances évidemment qui vont varier en fonction des périodes de temps. On est entre 13% et 22% par an. Mais in fine, sur un horizon donc long terme, 7 ans et plus, on a ici un exemple que le quality investing peut permettre de générer 2 fois plus de performance que l'investissement dans un ETF du S&P 500. Bon, c'est top de voir ce que font ces grands investisseurs qui ont historiquement battu le marché, d'aller voir justement sur quelles entreprises ils se sont positionnés. Mais un élément que je trouve vraiment aussi très intéressant dans cet outil-là, c'est d'aller voir ce que vaut votre propre portefeuille. Vous appuyez ici sur le gros bouton bleu, vous donnez un petit nom à votre portefeuille et vous allez pouvoir voir ce qu'il vaut. Donc imaginons, je suis un investisseur français et j'investis vraiment dans des entreprises très solides, très réputées, AXA, Total, j'ai aussi acheté du Sanofi, un peu de LVMH, voilà, et je crée mon portefeuille. Et instantanément, en triant par notre trident, vous pouvez voir où se classe votre portefeuille par rapport à celui des super investisseurs, à nouveau basé sur ces 29 critères-là. Et malheureusement, vous voyez que ce portefeuille-là est tout en bas du classement. Ici, malheureusement, on voit que les métriques ne sont pas très bonnes. On a beaucoup de rouge et beaucoup d'orange. Et évidemment, ce qui est génial, c'est qu'on peut aller voir les 4 entreprises en détail pour comprendre d'où vient le problème. Et on voit que le problème vient principalement ici de Sanofi, Total et AXA qui obtiennent des notes rouges. LVMH remonte un peu la moyenne, mais ce n'est pas suffisant. Je vous avoue que j'aurais adoré avoir ce genre de logiciel quand j'ai démarré. Ça m'aurait évité beaucoup d'erreurs. Je vais vous montrer en toute transparence mon premier portefeuille, le premier portefeuille que j'avais composé qui s'appelait le Trident 1.0. J'avais fait très attention d'aller sélectionner des superbes entreprises à dividendes. Tout le monde me disait elles sont géniales. Eh bien, vous voyez que là, ici, on le voit seulement 9 sur 20. Donc, c'est simple, hein, en 5 minutes, même en 2 minutes, j'aurais pu comprendre
que mon portefeuille n'était pas suffisamment puissant, finalement, n'avait pas des caractéristiques financières suffisamment intéressantes face au S&P 500. Vous voyez que si on fait la comparaison ici, eh bien, on voit que tout simplement, ce sont des entreprises qui ont rapporté que 8% par an sur les 10 dernières années, alors que le S&P 500 a fait 11%. On voit que sur le futur, on a une croissance de chiffre d'affaires qui est insuffisante. Pareil, croissance du free cash flow qui est 3 à 4 points en dessous du S&P 500. Voilà, donc ok, on a un meilleur ROC, on a des marges qui sont un peu plus élevées. Et puis, j'étais surtout très content, vous voyez, des 18 années de versement de dividendes. Sauf que, à nouveau, j'ignorais plein de choses au niveau de la croissance. Et là, vous le voyez aussi, une augmentation de seulement 4% du dividende sur la dernière année en moyenne, contre 6% pour le S&P 500. C'était donc pas étonnant qu'au bout d'un moment, le S&P 500 allait finir par me battre sur ce portefeuille-là. Et heureusement que j'ai réalisé mon erreur plus tôt que tard, parce que j'aurais clairement continué là-dedans. J'aurais vraiment eu des performances qui auraient été décevantes. Et grâce à cet outil-là, en plus, j'aurais pu tout de suite voir, en rentrant dans les entreprises, faire un peu le tri, quoi. Voir quelles étaient les meilleures entreprises, celles en haut, et essayer au contraire de, donc évidemment, garder les entreprises vertes et essayer de supprimer un petit peu les entreprises qui avaient des notes moyennes, et en particulier celles qui avaient des notes rouges. Vous voyez que j'en avais quand même pas mal en portefeuille. Vous risquez d'être peut-être surpris par certaines notes, par exemple Johnson & Johnson. Voilà, si vous demandez à un investisseur à dividende son avis sur Johnson & Johnson, il va vous dire c'est la meilleure entreprise du monde, c'est vraiment la Rolls-Royce, c'est une entreprise qui verse son dividende depuis plus de 60 ans. Vraiment, tu ne peux pas te tromper en achetant J&J. Eh bien là, vous le voyez, quand on regarde les caractéristiques financières, seulement 11 sur 20. Je vais vous montrer une petite astuce. En fait, on peut créer un portefeuille avec uniquement une action. Et ça nous permet justement de refaire cette comparaison par rapport au S&P 500. Donc, je crée le portefeuille J&J. Je vais aller le sélectionner juste ici. Et je vais le comparer donc à nouveau au S&P 500. Et là, vous voyez tout de suite le problème. On a une action qui a rapporté déjà beaucoup moins que le S&P 500 sur les 10 dernières années. Et vous le voyez, sur 10 ans, seulement 2% de croissance de son chiffre d'affaires contre 6% pour le S&P 500. Pareil sur le free cash flow. On a 10% de croissance pour le S&P 500 et seulement 4% pour J&J. Donc oui, on a une action qui a des bons retours sur investissement, qui a des marges assez intéressantes et qui verse son dividende depuis 60 ans. Mais voilà, quand on regarde la croissance, le dividende n'a été augmenté que de 4%. Et on voit que c'est 68% de payout ratio, donc l'entreprise distribue en plus une grosse partie de ses bénéfices sous forme de dividendes. Et malheureusement, du coup, même si c'est une entreprise solide qui continuera probablement de verser son dividende, il est très peu probable que cette entreprise parvienne à battre le S&P 500. Elle n'est pas parvenue sur les 10 dernières années à le battre. Et quand on regarde les croissances futures attendues pour l'entreprise en termes de chiffre d'affaires et de free cash flow, on voit clairement que ce n'est pas une entreprise qui a les moyens financiers finalement d'aller battre cet indice-là. Donc, je vous avoue que quand j'ai découvert ça, ça m'a fait un peu mal au cœur. Mais ensuite, évidemment, j'ai décidé d'apprendre de mes erreurs et de me dire, OK, on arrête les bêtises et on va vraiment se concentrer sur sélectionner des entreprises qui ont vraiment des superbes caractéristiques financières. Et vous voyez que sur le portefeuille Trident 2.0, j'ai bien optimisé les choses puisque littéralement, les 29 critères sont au vert. Donc, on a vraiment tout au vert. Allez, on a juste le stock-based comp qui est légèrement au-dessus à 11% au lieu de 10%. Mais voilà, on a vraiment des entreprises pour moi qui sont parfaites, très peu d'endettement, des payout ratio faibles. Ce sont toutes des entreprises à dividendes, donc on a quand même les revenus passifs et avec des belles augmentations. Vous voyez 14% en moyenne sur les 5 dernières années et 10% cette année. On a également des superbes marges, 31% de marge, des super retours sur investissement, des belles croissances de free cash flow et de chiffre d'affaires supérieurs à 10%. Et vous le voyez sur l'historique, ce sont des entreprises qui ont vraiment battu le S&P 500. Et jusqu'à présent, ce portefeuille-là, à nouveau, qui a été créé il y a 1 an et demi, je vous ai partagé sa performance en introduction. Pour l'instant, il délivre ce qui est prévu. Je suis assez content vraiment des performances. On a 49,12% contre 37,54% pour le S&P 500. On voit que le S&P 500 nous a rattrapé un petit peu cette année. On avait beaucoup plus creusé l'écart ici en 2023. Pour l'instant, en 2024, il nous rattrape un petit peu. Mais vous voyez qu'on est on conserve encore une belle avance. Et ça montre bien qu'il y a vraiment un intérêt à aller sélectionner des entreprises qui ont comme ça des très bons fondamentaux, des très bons chiffres de business, d'aller optimiser ça et de s'éloigner au contraire des entreprises qui n'ont finalement pas les bons fondamentaux pour pouvoir battre l'indice. Même si elle peut être encore clairement améliorée et qu'elle n'est pas la seule chose que je regarde, vous l'avez compris, je trouve que cette note quantitative Trident est un très bon premier filtre. Et je pense que si vous faites le même exercice que moi, c'est-à-dire que vous cherchez dans votre portefeuille à réduire les entreprises qui ont des notes oranges et surtout celles qui ont des notes rouges pour les remplacer par des entreprises qui ont des notes vertes, eh bien, je pense que vous allez faire, en faisant ça, vous allez booster vraiment votre performance sur le long terme en bourse. Je suis assez confiant dans ça, tout simplement parce que je sais que cette note est extrêmement exigeante. On note aujourd'hui plus de 1700 entreprises sur la Trident et il n'y en a que 83
qui obtiennent la note excellente, donc 15 sur 20 ou plus. On est vraiment ici sur la crème de la crème, le top 5% des entreprises dans le monde. Et je pense d'ailleurs que si on crée un ETF, le Trident 83, alors c'est peut-être un peu compliqué de créer un ETF, donc peut-être juste créer un portefeuille dans lequel j'achèterais par exemple 100 $ de ces 83 actions, ça ferait un budget de 8 300 $. Eh bien, je pense que ce portefeuille-là pourrait battre le S&P 500. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, si ça vous intéresse que je fasse le test, ça serait intéressant de voir ce que ça donne et de voir si justement un portefeuille uniquement comme ça, basé sur des critères quantitatifs, pourrait surperformer le S&P 500. Je pense que oui, parce qu'on l'a vu à travers d'autres études comme le MSCI World Quality versus le MSCI World. Dès qu'on applique comme ça des critères de qualité, généralement la performance s'améliore. Maintenant, vous devez le savoir si vous me suivez depuis un petit moment, moi ce n'est pas ce que j'ai décidé de faire pour l'instant, c'est-à-dire que je n'ai pas décidé de partir sur un portefeuille qui est purement quantitatif, mais plutôt de faire comme les super investisseurs, d'avoir un portefeuille concentré vraiment dans mes meilleures idées. Pour moi, le sweet spot, c'est entre 8 et 12 actions. Plus de 12 actions, c'est un peu dangereux parce que c'est un peu difficile à les suivre. Puis on peut vite se retrouver en avoir 15, 20, 30 et finalement se retrouver avec un peu la même performance que le S&P 500. Et quand on a moins de 8 actions, on est quand même sur un portefeuille très très concentré. Donc il faut bien savoir dans quoi on investit. Même si on l'a vu ensemble, pour certains investisseurs, ça fonctionne très bien comme Dave Contessaria. Donc la question évidemment à 1 million d'euros, maintenant qu'on a ces 83 excellentes entreprises, c'est comment on va pouvoir les départager. Pour moi, il y a 2 étapes supplémentaires que j'applique après, donc à nouveau avoir appliqué cette étape numéro 1 qui est l'analyse quantitative. J'applique l'analyse qualitative, l'étape 2, et enfin une analyse de valorisation dans l'étape 3. Donc pour l'analyse qualitative, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une entreprise qui a une superbe note, comme par exemple Mastercard, et je vais vraiment aller creuser son business, essayer de comprendre vraiment comment fonctionne l'entreprise. Donc quels sont les produits qu'elle vend, comment elle est positionnée dans son industrie, notamment par rapport à ses concurrents, et qui dirige cette entreprise et quelles sont les décisions d'allocation de capitaux qu'ils font. Donc, qui c'est qui pilote finalement ce business-là. Et dans chaque partie, je vais me poser beaucoup de questions. Ici, je vous ai mis un extrait par exemple des questions que je me pose dans la partie produit. Donc, une fois que j'ai vraiment fait toute mon analyse, est-ce que c'est un produit essentiel qui se vend tout le temps, même durant les crises, comme le papier toilette de Kimberly-Clark? Ou est-ce que finalement, c'est un produit qu'on peut se passer d'acheter pendant un bon moment, comme le vélo d'appartement de Peloton? Est-ce que c'est un produit qui a des ventes régulières, prévisibles, où les clients n'ont pas besoin de s'endetter pour l'acheter, comme par exemple les logiciels de Microsoft? Ou alors au contraire, est-ce que c'est un produit qu'on achète une fois tous les 10 ans et qui nécessite de s'endetter comme une voiture? Évidemment, avec les taux d'intérêt qui montent en ce moment, c'est très compliqué pour ces business-là de vendre beaucoup plus de voitures. On le voit avec ce qui s'est passé par exemple sur Tesla. Encore une autre question, est-ce que ce produit attire une large clientèle diversifiée en type comme les iPhones? Il y a plein de clients différents. Ou au contraire, est-ce qu'on est sur un produit qui n'est acheté que par une poignée de gros clients et on a donc le risque, comme ici avec les machines que fabrique Amat pour du coup les fabricants de semi-conducteurs, on a le risque que si jamais il y a un gros client qui part, eh bien l'entreprise pourrait se retrouver dans une situation compliquée. Donc vous voyez, c'est plein de petites questions que je me pose comme ça pour m'assurer vraiment que je suis sur un business qui ne va pas s'écrouler du jour au lendemain. À nouveau, j'ai des produits essentiels, donc même s'il y a un ralentissement économique, je sais que l'entreprise va continuer de vendre. J'ai des ventes qui sont régulières, donc je sais que quoi qu'il arrive, les bénéfices vont vraiment augmenter de manière stable dans le temps. Et j'ai une large clientèle et donc du coup, je sais que l'entreprise peut se permettre de perdre certains clients et qu'on va même continuer de faire de la croissance. Donc voilà, ces 3 questions et vous voyez qu'il y en a encore beaucoup d'autres. C'est évidemment un processus qui prend beaucoup de temps, hein, je vais être honnête avec vous. Moi, je passe souvent une semaine entière à analyser une entreprise, donc on parle de 30, 40, 50 heures pour pouvoir répondre correctement à ces questions-là. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail, on est extrêmement serein. On sait qu'on est vraiment positionné sur une entreprise qui a un business extrêmement solide sur le long terme. Et donc, on peut vraiment aller mettre beaucoup plus d'argent et de concentrer justement son portefeuille sur ce genre d'entreprise. Vous voyez qu'ici, vous avez un exemple de la checklist de Mastercard. Elle a obtenu 16 sur 20, donc il y a 20 questions. Et comme pour la note quantitative, je veux au minimum obtenir un 15 sur 20 pour qualifier l'entreprise à la 3e étape, qui est donc l'étape de la valorisation. Alors la valorisation, évidemment, c'est quelque chose qui fait très débat dans le monde de l'investissement. Pour moi, la valorisation, c'est essayer d'estimer un rendement. C'est-à-dire, on se dit, OK, si j'achète l'action aujourd'hui, combien j'estime de manière prudente qu'elle pourrait me rapporter sur les 5 prochaines années? J'aime bien partir sur les 5 prochaines années parce que quand on fait des prévisions sur 10 ans, on sait qu'on est plus dans de la divination que dans des maths. Donc, pour moi, c'est important d'être prudent là-dessus. Et pour pouvoir estimer ce rendement, il y a 2 critères qui me semblent importants. Quelle est la croissance que va pouvoir faire l'entreprise sur les 5 prochaines années? Et quel est le multiple juste auquel elle devrait pouvoir s'échanger sur les 5 prochaines années?
Et à chaque fois, sur ces deux critères-là, on va essayer d'être prudent. Donc là, on reprend notre exemple de Mastercard. Vous voyez que de manière prudente, j'estime que l'entreprise devrait pouvoir faire 15% de croissance de ses bénéfices sur les 5 prochaines années. Vous voyez que je suis plus prudent que les analystes qui pensent que l'entreprise devrait pouvoir faire 18% par an de croissance. Et on voit qu'historiquement, ils ont plutôt eu raison sur Mastercard puisqu'ils ont 83% du temps eu raison sur leurs anciennes prévisions. Et en termes de multiples, je pense que l'entreprise devrait pouvoir s'échanger dans 5 ans à un multiple de 28 fois ses bénéfices. À nouveau, on voit que c'est quand même assez prudent puisque historiquement, l'entreprise s'est plutôt échangée dans des multiples entre 33 et 37. Donc là, je parie sur une contraction du multiple sur les 5 prochaines années. Et on peut s'amuser évidemment à placer cette courbe de multiples pour voir si elle fait sens par rapport à l'échange, on va dire au prix auquel s'est échangée l'entreprise historiquement. Et on voit que c'est plutôt prudent parce que finalement, depuis 2017, l'entreprise ne s'est quasiment jamais échangée à ce multiple de 28. On voit que les quelques fois où le cours de l'action a touché ce multiple de 28, ça rebondit. Donc je pense que c'est un multiple assez prudent sur les 5 prochaines années. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer nos estimations. Sur les 3 premières années, je fais confiance aux analystes. On a dit qu'ils avaient 80% du temps eu raison sur l'entreprise. Puis on voit qu'ils sont assez nombreux ici. Ils sont entre 35, donc en 2024, ils estiment 16,64% de croissance pour Mastercard. 35 de nouveau en 2025 avec un 16,08 et 18 en 2026 avec un 16,90. Donc on voit vraiment d'ailleurs une augmentation assez stable des bénéfices. C'est l'avantage d'être positionné sur les entreprises comme ça qui ont des très bons fondamentaux. Et par contre, je vais aller réduire les estimations futures de croissance. Là, ils sont environ à 16,4 et nous, on a dit qu'on voulait partir sur 15%. Donc je les réduis et j'ai mon estimation. Donc j'ai bien mon PER et j'ai bien mon estimation de croissance. J'ai plus qu'à tirer mon trait. Et je vois que si tout se passe bien, c'est-à-dire qu'à nouveau, Mastercard grandit à la croissance qui est prévue sur les 5 prochaines années et retourne à ce PER prudent de 28, je devrais pouvoir gagner 11% par an avec l'entreprise. Évidemment, ça c'est une estimation et évidemment, on peut être plus pessimiste ou plus optimiste et cela va vraiment changer les choses. Vous voyez que si je pars sur un multiple de 25 et seulement 10% de croissance, donc je baisse les deux critères, tout d'un coup, l'entreprise ne me rapporte plus que 6% par an. Je pourrais aussi être beaucoup plus optimiste en partant sur un multiple de 33 comme c'est vraiment ce multiple historique et une croissance moyenne des analystes, on a vu qui était à 18%. Et là, l'action pourrait me rapporter 16% par an. Mais évidemment, ça c'est très optimiste. Donc pour moi, j'essaie de trouver le juste milieu. Et ici, pour moi, le juste milieu, à nouveau, c'est un multiple de 28 et une croissance de 15%. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a cet rendement estimé assez intéressant, on se pose la question évidemment, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans Mastercard si on peut espérer gagner 11% par an avec l'action sur les 5 prochaines années? Pour moi, il y a deux éléments auxquels j'aime bien comparer ce rendement-là. Le premier, c'est le rendement sans risque, le taux sans risque. Je sais qu'aujourd'hui, en laissant mes dollars sur Interactive Brokers ou Wise, je suis rémunéré à 5% par an sans prendre aucun risque puisque ce sont des obligations court terme des États. Donc, je sais qu'il faut au minimum que mon entreprise me rapporte plus que 5% par an, sinon ça ne vaut pas le coup. Autant laisser mon argent en cash et toucher des intérêts. Historiquement, ce taux était beaucoup plus faible que ça, mais maintenant, avec la hausse des taux d'intérêt, il est quand même assez intéressant. Et donc, c'est bien de l'optimiser. Vous avez également 4% par an en euros sur Trade Republic. Mais voilà, si vous voulez gagner 1% de plus, vous pouvez changer ça en dollars et les mettre sur Wise ou Interactive Broker. C'est juste qu'Interactive Broker, il faut avoir un peu plus de cash puisque c'est un courtier qui commence à rémunérer à partir de 10 000 $ en cash. Donc, premier élément de comparaison, évidemment, le cash. Et le deuxième, le S&P 500. Vous voyez que je vais refaire en fait les mêmes calculs que j'ai fait pour Mastercard, mais sur le S&P 500. Et je vais essayer de voir si ça vaut le coup ou pas. Là aussi, vous ne tomberez pas forcément sur les mêmes estimations que moi, mais moi, en étant prudent sur le S&P 500, je tombe sur une estimation par rapport au prix actuel aujourd'hui de 6% par an de rendement sur les 5 prochaines années. Donc, à nouveau, Mastercard coche ici le point puisqu'elle a tout simplement un meilleur rendement attendu que le S&P 500. Vous voyez qu'ici, on a un petit tableau résumé qui récapitule un peu tout ça. Donc, je pars d'un PER de 35 sur Mastercard et je pense qu'elle va passer un PER de 28 d'ici à 5 ans. Pareil pour le S&P 500, on est à 24, je pense qu'il va retourner un PER de 18. Et pourquoi j'estime un PER de seulement 18 pour le S&P 500 contre 28 pour Mastercard? C'est tout simplement, vous le voyez, parce que la croissance prudente que j'estime est 2 fois plus élevée pour Mastercard que pour le S&P 500. 15% de croissance des bénéfices pour Mastercard contre seulement 8% pour le S&P 500. Et j'ai également placé le taux sans risque pour pouvoir vraiment comparer les trois. Et donc, à nouveau, je vais chercher des entreprises qui vont pouvoir me rapporter 8, 9, 10, 11 ou plus de pourcents de rendement par an et éviter celles qui, d'après mes estimations, ne devraient pas rapporter plus que 5 ou 6%. Donc voilà, les amis, je vous ai résumé de manière assez synthétique le processus Trident que je suis pour sélectionner mes entreprises. Donc, étape 1, à nouveau, on cherche des entreprises qui ont vraiment des fondamentaux business, des chiffres de business vraiment solides avec une très bonne note ici sur la note Trident. Ensuite, je vais analyser toute l'entreprise
et vérifier qu'elle a bien un bon produit, un bon positionnement et un bon pilotage. Donc, je vais vraiment vérifier sous tous les aspects que l'entreprise est vraiment idéale. Et enfin, je vais aller calculer pour vérifier que son rendement est suffisamment intéressant. C'est très important pour moi de le faire étape par étape, c'est-à-dire que je ne m'amuse pas à passer des heures à analyser l'entreprise qui n'a pas une très bonne note sur la note Trident. Et je ne m'amuse pas à calculer la valorisation pour l'entreprise que je ne maîtrise pas parfaitement, parce que vous trouverez toujours des entreprises avec des rendements excellents attendus. On va vous dire 25%, 30% par an. Mais en fait, quand vous creusez un petit peu le business de l'entreprise, vous vous rendez compte qu'il y a des risques importants. Et ces risques importants peuvent faire passer le rendement de 25% par an à zéro. Et c'est donc très important pour moi de faire des calculs de rendement uniquement sur des entreprises que j'ai bien analysées. Et je sais qu'elles sont extrêmement stables et constantes dans leurs résultats. Évidemment, Terry Smith a résumé ce procédé de manière beaucoup plus synthétique que moi. Vous le voyez, il continue d'appliquer une stratégie en 3 étapes qui est simple. On achète des bonnes entreprises, on l'a vu à la fois d'un point de vue quantitatif et qualitatif. On ne surpaye pas ces entreprises, on l'a vu, on fait attention au niveau des calculs de rendement, d'avoir un rendement estimé sur les 5 prochaines années qui est suffisamment intéressant. Et enfin, dernière étape, on ne fait plus rien. On attend que ces entreprises continuent de délivrer de la performance, continuent d'augmenter leurs bénéfices, continuent de vendre leurs produits et ainsi récolter évidemment des gains en plus-value et des gains en dividendes, un dividende qui va augmenter chaque année. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo analyse de portefeuille vous a plu. Vous l'avez vu, on a commencé avec Terry Smith, puis on a un petit peu creusé les choses, on allait découvrir d'autres super investisseurs et à la fin on a vu comment vous pourriez aller plus loin que juste l'analyse quantitative, même si c'est une très bonne première étape. N'hésitez pas à checker dans la description la page benchmark sur laquelle vous allez pouvoir retrouver donc, ces fameux 29 critères et également les notes des différents portefeuilles et gourous que l'on suit. Donc il y a déjà pas mal de fonctionnalités là-dessus qui sont disponibles gratuitement. J'ai pas mal poussé mon développeur pour proposer justement une version freemium comme ça accessible. Évidemment, il faut que je sois honnête avec vous, ça coûte cher de créer ce genre d'application et d'entretenir ce genre d'application. Vous voyez un petit chèque récent que j'ai fait à notre fournisseur principal de data qui est GuruFocus. 3 000 € par an, plus évidemment le salaire du développeur, plus les autres applications qu'on paye. Donc, ça me ferait évidemment très plaisir si vous nous soutenez dans ce projet-là et que vous rejoigniez la méthode Trident si vous souhaitez m'aider justement à développer vraiment la meilleure app possible pour sélectionner des actions. En rejoignant le programme, vous allez avoir accès donc à ce fameux screener sur lequel vous allez pouvoir analyser la note de plus de 1500 entreprises. Donc, on a aussi toutes les entreprises françaises. Vous allez pouvoir voir quelles sont les meilleures entreprises, par exemple, éligibles au PEA, les meilleures entreprises à dividendes. Voilà, vous pouvez vraiment aussi optimiser un petit peu le screener pour que ça corresponde vraiment au type d'entreprise que vous recherchez. Vous allez pouvoir voir aussi les 7 entreprises que j'ai sélectionnées à l'intérieur du portefeuille Trident. C'est des entreprises sur lesquelles j'ai passé des heures et des heures à analyser. C'est pour moi la crème de la crème. C'est vraiment les meilleures entreprises. Et vous voyez que d'ailleurs, ça nous donne du coup la meilleure note. Et je suis 100% aligné, c'est-à-dire que tout mon argent d'investissement est placé uniquement dans ces 7 entreprises-là. Je n'investis pas dans les ETF, je n'investis pas dans la crypto, je n'investis pas dans l'or, ni même dans l'immobilier. Donc vraiment, tout mon patrimoine est là-dedans et ça permet vraiment d'aligner, je trouve, mes intérêts avec ceux de mes clients. Si jamais ces actions venaient à chuter, évidemment, mes clients perdraient de l'argent, mais je serais le premier à en perdre aussi. Et donc, je fais très, très attention, évidemment, au type d'entreprise que je vous recommande. Vous allez aussi avoir accès donc, aux défis Start si vous débutez en bourse pour savoir comment ouvrir votre compte, quel courtier je recommande, comment mettre en place votre dépôt et vraiment faire en sorte que l'investissement devienne une habitude pour vous. Et pour ancrer bien cette habitude, chaque lundi, je vous envoie un email justement où je vous donne un peu des news au niveau des marchés boursiers et également je vous donne l'action que j'achète cette semaine concrètement sur le portefeuille test. Donc on a un portefeuille Trident de test qui investit 100 $ chaque semaine dans la meilleure action du moment. Donc à nouveau une action qui a validé les 3 process que je vous ai montrés. Très bonne qualité quantitative et qualitative et également un rendement qui est intéressant en ce moment. Et je me suis aussi engagé récemment à publier une nouvelle analyse, donc un nouveau deep dive vraiment sur une entreprise chaque mois. Ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise va rejoindre le portefeuille. J'analyse juste une entreprise qui a pas mal de potentiel. Vous voyez que le mois dernier, j'ai analysé Google. Et évidemment, ça prend beaucoup de temps. Je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui fait 40 minutes. Je rentre vraiment en détail sur le business de l'entreprise. Et à la fin, je vous dis si oui ou non, j'estime qu'elle est suffisamment qualitative pour rejoindre le portefeuille Trident. Vous aurez aussi accès à un forum sur lequel vous pourrez retrouver un peu plus de 1200 investisseurs francophones passionnés comme vous par les investissements. Donc, c'est parfait si vous souhaitez poser des questions, vous avez des interrogations. Je réponds souvent en Loom. Il y a également Sven qui s'occupe de la communauté, qui, vous voyez, essaie de publier régulièrement des vidéos qui aident. Là, par exemple, il a fait des vidéos récemment sur comment déclarer ses impôts avec Trade Republic, avec Interactive Broker, comment déclarer aussi les gains qu'on a fait en intérêt. Donc, voilà, on essaye d'être vraiment présent pour les clients qui nous soutiennent dans ce projet-là.
Et donc, vous pouvez avoir accès aujourd'hui à tout ça pour seulement, si vous prenez l'abonnement annuel, 25 € par mois. Ça vous revient moins cher qu'une salle de sport. Donc voilà, une salle de sport, c'est bien pour prendre soin de son physique. Et si vous souhaitez prendre soin aussi de votre performance en bourse, eh bien, la méthode Trident est là pour ça. Voilà, j'arrête ma pub. C'était Romain. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!